utilise. Donc aujourd'hui, on va parler de diminution du SO2, de la stabilité microbiologique sur les phases préfermentaires. Donc on va parler de bioprotection. Et l'intérêt de ce type de conférence, c'est que vous pouvez poser directement des questions. Donc vous avez l'onglet en bas à gauche sur lequel vous pouvez poser vos questions en direct. Donc je serai assisté de mon collègue Laurent Chanchol, pour ne pas le nommer, qui pourra vous répondre en direct également. Et dans le cas de questions un peu plus récurrentes, il me le transmettra à la fin de cette présentation et j'essaierai d'y répondre. Donc, dans cette présentation, je vais présenter le concept de la bioprotection, l'intérêt qu'il y a à faire de la bioprotection aujourd'hui. Et je terminerai par présenter 2 résultats d'essais. Donc, un essai qui a été fait sur rouge à Bordeaux, dans les Graves, donc dans notre centre expérimental, et le second qui a été fait dans la Loire, donc sur Chenin. Donc, pour introduire cette présentation, je trouve intéressant de partir du coup de la base. Donc, pourquoi fait-on des vins sans sulfite aujourd'hui? Tout simplement parce qu'il y a une attente des consommateurs. Et c'est vrai que depuis certaines années, il y a eu de nombreuses études qui ont montré l'impact allergisant des sulfites. Et du coup, les consommateurs ont une mauvaise image de ce produit-là. Donc aujourd'hui, il y a véritablement un véritable engouement, un intérêt de la part des consommateurs par rapport aux vins sans sulfite. Donc, ils sont vraiment en recherche d'informations par rapport à ça. Et je trouvais intéressant de vous l'illustrer via ce graphique qui montre l'évolution de l'intérêt pour la recherche vin sans sulfite sur le moteur de recherche Google en France. Donc effectivement, on voit que de 2004 à 2015, les résultats sont assez aléatoires, il n'y a pas vraiment de tendance. Mais de 2015 à aujourd'hui, on voit que la tendance est nettement positive, ce qui montre qu'il y a un véritable intérêt et que les consommateurs sont en recherche de ces informations-là. Donc cet intérêt, cet engouement, mais c'est petit à petit décalé à la production. Et donc aujourd'hui, c'est plus si rare de trouver des viticulteurs ou des caves qui font une à plusieurs cuves de vin sans SO2. Donc il y a un véritable marché et donc ça, la filière l'a bien compris aujourd'hui. Donc nous, on travaille énormément là-dessus, mais on n'est pas les seuls. Donc voilà, on pense qu'il y a forte probabilité que ça soit des marchés encore plus importants à l'avenir. Donc, on repart dans la technique et on va commencer par faire un focus sur l'impact du SO2 sur la protection du mou, puisqu'effectivement, c'est un produit qui est très intéressant d'un point de vue œnologique, de par son spectre d'action assez large finalement. Il y a plusieurs propriétés, donc d'extraction dans une moindre mesure, mais c'est surtout sur l'aspect antioxydant, antioxydasique et antiseptique qu'il est intéressant. Donc aujourd'hui, si on veut faire des vins sans SO2, du moins sur les phases préfermentaires, on a des alternatives. Donc pour l'aspect antioxydant, on sait qu'il y a des tanins avec des forts pouvoirs et des forts potentiels antioxydants qui sont intéressants à prendre en compte. Des dérivés de levure également, riches en composés réducteurs. Sur l'aspect antioxydasique, il y a également des tanins œnologiques qui sont intéressants. Il y a le fait de faire de la thermovinification aussi qui va pouvoir aider, qui va pouvoir dénaturer tout ce qui est lacase et tyrosinase. Et enfin, ce qui nous intéresse aujourd'hui dans cette présentation, c'est l'aspect antiseptique. Puisqu'effectivement, le fait de ne pas apporter de sulfite sur mou ou sur raisin, ça va laisser un pool microbiologique assez important avec des espèces de levures qui sont pas forcément bénéfiques. Du coup, on va avoir une mauvaise maîtrise de la fermentation alcoolique et de possibles altérations par la suite sur la qualité du vin. Donc, c'est à travers ça que la bioprotection est née et s'est développée. Et donc, pour faire un bref focus entre l'itinéraire sulfitage et l'itinéraire bioprotection, le sulfitage, donc ça va consister à apporter des sulfites sur mou et donc de détruire une partie de cette microflore, donc via l'aspect désinfection du SO2. Donc, dans ce cas-là, on a vraiment une sélection de la population. Alors que dans l'autre cas, sur la bioprotection, le but, c'est d'apporter, d'ensemencer via une levure qui a été sélectionnée, une levure le plus en amont possible dans le process de vinification pour justement bien coloniser le milieu et éviter la prolifération de micro-organismes d'altération. Donc là, on a vraiment une gestion par occupation maîtrisée. Donc dans un cas, on a une destruction de la flore, et dans l'autre cas, on a une maîtrise de cette flore. Donc ça, c'est le concept de la bioprotection. Après, on ne peut pas faire de la bioprotection avec n'importe quel type de souche. Donc il y a quelques conditions à respecter, et notamment, j'ai présenté les plus importantes ici. D'une part, la rapidité d'implantation dans le mou. Donc, c'est ce qu'on va demander finalement à ce type de levure, de s'implanter rapidement et éviter la multiplication des micro-organismes d'altération. Le fait qu'elle soit peu fermenteuse. Donc, autant pour faire du rouge, ça pose pas vraiment de soucis dans le sens où si ça part en fermentation alcoolique, on va fermenter de toute façon avec tout ce qui est pellicule, B, donc ça pose pas trop de problème. Mais dans le cas de blanc, de rosé ou même de rouge, si on veut faire des macérations préfermentaires à froid, il est important que la levure soit peu fermenteuse. Pour les blancs et les rosés, dans un premier temps, on va vouloir clarifier les mous avant de lancer la fermentation alcoolique, d'où l'importance d'avoir une souche qui soit peu fermenteuse. Résistante dans des conditions extrêmes,
Donc ça paraît assez basique, mais c'est vrai que c'est assez important. Dans le cas où on va faire des stabulations à froid, par exemple, il est nécessaire que la souche soit résistante à faible température, par exemple. Facilité d'utilisation. Donc ça, c'est important aussi à prendre en compte. C'est plus pour l'aspect pratique, pour le viticulteur ou l'œnologue, mais d'avoir une bonne viabilité de la levure après réhydratation. Donc, c'est intéressant à ce que cette levure soit viable pendant plusieurs heures après sa réhydratation. Et enfin, pas d'antagonisme avec la levure de fermentation, qu'il n'y ait pas de phénomène de concurrence entre la levure de bioprotection et la levure de fermentation. Donc voilà, ça c'est un petit peu pour l'aspect concept bioprotection. En fait, on va pallier l'aspect antiseptique du sulfitage via la bioprotection. Et lorsqu'on va en faire, il est nécessaire que la souche soit donc assez bonne. Et donc résumé, rapidité d'implantation dans le mou, peu fermenteuse et résistante dans des conditions extrêmes. Donc on va revenir un petit peu à l'aspect production, plus technique, et faire quelques rappels sur les équilibres microbiologiques. Quelque chose qui est très important à prendre en compte lorsqu'on parle de bioprotection, c'est qu'à la base, sur les mous, donc avant fermentation alcoolique, ce qui est important de savoir, c'est que la grande majorité des levures présentes dans les mous sont des non-saccharomyces. Ce qui est important de savoir également, c'est que la plupart des non-saccharomyces présentent et apportent des altérations au vin. Donc d'où l'importance de bien les coloniser dès le début. Après, par la suite, lorsque la fermentation est en cours, les Saccharomyces cerevisiae prennent le pas et le fait qu'il y ait de plus en plus d'éthanol, on réduit la population de non-Saccharomyces qui, elles, sont sensibles à cet aspect-là. Et en faisant le lien avec différents essais qu'on a fait l'année dernière, du coup, sur le thème de la bioprotection, donc que ce soit en Loire, dans le Bordelais, en Bourgogne, en Sud-Ouest, on s'est rendu compte que systématiquement, on retombait tout le temps en fait sur la même espèce de levure, qui est une levure non Saccharomyces, donc qui est caractéristique via ses grosses colonies vertes et donc qui est Ancinaspora ovarum. Donc Ancinaspora ovarum, c'est une levure qu'on connaît bien aujourd'hui, puisque c'est une levure qui est apiculée, qui présente un pouvoir fermentaire assez faible. Et l'inconvénient d'avoir ce type de levure dans son mou, c'est qu'elles ont tendance à produire d'importantes quantités d'acétate d'éthyle. Donc l'acétate d'éthyle, c'est ce qui va apporter ce nez un petit peu vernis à ongles, un petit peu colle, et d'acide acétique. On sait également que cette espèce de levure est sensible à l'apport de sulfite. Donc ça a été démontré il y a plus de 20 ans déjà. Et lorsqu'on apporte 4 grammes par hecto ici, ben, les Ancinaspora ovarum, leur population resteront présente dans le mou seulement 2 jours. Et lorsqu'on ne va pas apporter de sulfite, elles resteront présentes dans le mou ici pendant 6 jours. Et 6 jours, c'est largement suffisant à cette levure pour commencer à altérer les qualités du vin. Donc en fait, c'est tout là le challenge de la bioprotection, c'est de bien coloniser le milieu à la base pour éviter la prolifération de ce type de micro-organismes. Donc on va voir comment ça peut fonctionner en conditions réelles, donc dans les essais qu'on a fait l'année dernière. Donc je vais commencer par l'essai qui a été fait sur rouge, donc à Bordeaux, dans notre centre expérimental. Donc on a plein de petites cuves de 2 hectos qui nous permettent d'aller un petit peu plus loin dans la compréhension de nos produits, dans des process. C'est assez intéressant. Donc, on a fait ça sur Cabernet Sauvignon. Donc, répartition de la vendange homogène selon 4 modalités. Donc, première modalité, sulfité plus ensemencement avec l'excellence DS, donc une levure de notre gamme. Seconde modalité, pas de sulfitage plus excellence DS. Donc, ça, c'était vraiment pour voir l'impact du non-sulfitage sur la qualité du vin à la fin. Puisque lorsqu'on parle de bioprotection, il y a 2 entrées possibles. Le fait de ne pas sulfiter et le fait d'apporter une levure de bioprotection. Donc, on voulait s'intéresser à chacun des paramètres. Troisième modalité, levure de bioprotection à 5 grammes par hecto, plus fermentation alcoolique spontanée. Et dernière modalité, donc bioprotection toujours à 5 grammes par hecto, plus ensemencement avec l'excellence DS. Donc sur toutes ces modalités, on a fait une macération pré-fermentaire à froid à 10 degrés pendant 24 heures. Donc à l'issue de laquelle on a fait les estimations des populations, donc de non-Saccharomyces, donc les analyses microbiologiques. Et donc là, on a des choses qui sont assez intéressantes. D'une part, on va retrouver ces Ancinaspora ovarum qu'on a décrit précédemment. L'autre tendance qui est intéressante, c'est que lorsqu'on apporte des sulfites, on va diminuer la présence de ces levures. Donc on voit bien au niveau des photographies, donc on voit que la modalité SO2+ présente moins de colonies que la modalité SO2-, et c'est confirmé aussi par les estimations de population sur la droite au niveau du graphe. Donc même si la dose de 5 grammes par hecto n'a pas été suffisante pour complètement détruire la flore. L'autre tendance qui est assez intéressante, c'est de voir sur les 2 photos du bas, on a d'autres colonies qui apparaissent, donc des petites colonies rouges, qui elles sont caractéristiques de l'espèce de la levure de bioprotection qui a été utilisée. Et donc on voit bien qu'elles ont bien colonisé le milieu et qu'elles ont diminué la prolifération des micro-organismes type Ancinaspora ovarum. Donc on le voit bien à la fois au niveau des photographies
et au niveau des graphiques, puisque la population de levures de bioprotection est plus importante que la population des levures indigènes. Donc, d'un point de vue microbiologique, la bioprotection a bien été remplie sur cet essai-là. Bon, on a continué à suivre l'essai, et notamment pendant la fermentation alcoolique. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des contrôles d'implantation sur chaque modalité, 10 contrôles d'implantation. Donc, il y a deux modalités où l'ADS était implanté à 100%. Donc, c'était la modalité sulfitée et la modalité bioprotection plus DS. La modalité qui n'a pas eu de sulfite, ben, effectivement, l'ADS était implanté à 90%, mais il y a eu une autre souche qui a été détectée à hauteur de 10%. Donc, autant une souche qui peut être bénéfique, autant une souche qui peut être négative pour la qualité du vin. Donc, je voulais souligner ça, en fait, le fait de ne pas apporter de sulfite, de ne pas apporter de levure de bioprotection, ben, ça entraîne une porte d'entrée, finalement, à des altérations microbiologiques pendant la fermentation alcoolique. Et sur la troisième modalité, donc on force fermentation spontanée. Effectivement, on n'a pas retrouvé l'ADS, ce qui est normal, mais on a trouvé 6 souches différentes détectées. Et donc ça, on connaît les risques d'avoir plusieurs souches qui fermentent en même temps. Et donc ça a pu être démontré. On a fait le lien, notamment avec les cinétiques fermentaires. Où on voit que sur la cinétique de la fermentation spontanée, on a une phase de latence qui est beaucoup plus importante, une fermentation alcoolique qui est languissante. Donc, on a un petit peu lutté pour terminer les sucres, mais on a réussi à le faire. Et donc, à l'issue des fermentations, on a pu faire les analyses des post-éphémères. Et donc là également, on a des tendances qui sont assez intéressantes. Donc, première tendance, c'est au niveau de la modalité sulfitée, où on a un SO2 total de 19 mg par litre, alors que sur les autres modalités, on a aussi de 0 à 4 mg par litre. Donc ça, c'est quelque chose qui est tout à fait cohérent, puisque le fait d'apporter des sulfites sur mou, et les sulfites étant un élément toxique pour les levures, spontanément, elles vont produire des éléments combinants type éthanal pour inhiber la toxicité du soufre. Et du coup, on se retrouve généralement avec des SO2 totaux beaucoup plus importants et plus d'éléments combinants. Donc ça, c'est tout à fait logique. Un autre point qui est intéressant à prendre en compte, c'est le taux d'acétate d'éthyle présent dans les vins. Donc on a 2 fois plus d'acétate d'éthyle de façon générale sur les modalités qui n'ont pas vu de sulfite ou la modalité qui a eu une fermentation alcoolique spontanée. Donc ça, on peut faire le lien avec les populations d'Enseniaspora ovarum qui étaient présentes sur les mous, ou le fait qu'il y ait 6 souches différentes qui fermentent dans le cadre de la fermentation alcoolique spontanée. On peut noter aussi une acidité volatile un petit peu plus importante sur la modalité spontanée. À souligner aussi le fait qu'on a fait juste un jour de macération préfermentaire à froid. Si jamais on avait fait une macération préfermentaire à froid plus importante, plus longue, de 2 à 5 jours par exemple, on peut supposer que les écarts entre l'acétate d'éthyle, entre les différentes modalités, soient plus importants. Donc voilà. On a fait d'autres analyses, toujours en post-éphémère. Donc on s'est intéressé au TL35. Donc, le TL35, c'est une analyse qui représente la quantité de sulfite à apporter au vin pour parvenir à 35 mg par litre de SO2 libre. Donc, en fait, ça représente les éléments combinants. Donc, on peut voir que sur la modalité sulfitée, on est légèrement supérieur aux autres modalités. Et d'un point de vue microbiologique, on peut voir que les bactéries acétiques, on en a beaucoup plus sur la modalité fermentation spontanée. Donc, à ces niveaux-là, on commence vraiment à avoir une altération au niveau du vin. Et sur l'aspect bactéries acétiques, effectivement, on va en avoir moins sur la modalité sulfitée, donc ce qui est plutôt cohérent, et on va en avoir plus sur les modalités qui n'ont pas vu de sulfite ou des modalités qui ont été bioprotégées. Et ça, dans une optique de produire des vins sans SO2, ça peut être intéressant aussi, puisqu'on diminue le vide microbiologique lors de l'élevage, et ça fait une espèce de bioprotection, mais en élevage, grâce à des bactéries lactiques. Donc, à l'issue de tout ça, on a dégusté les différentes modalités, et effectivement, il y avait un gros gap, un gros fossé, notamment entre la modalité sulfitée et les modalités bioprotégées, puisque dans le cas de la modalité sulfitée, on repartait vraiment sur l'aspect un peu fermé du nez, sur l'aspect un peu réduit. Le Cabernet Sauvignon, son aspect un petit peu végétal, ressortait énormément, alors que sur la bioprotection, le nez était beaucoup plus ouvert, beaucoup plus sur le fruit, avec un volume plus important en bouche. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a vu de façon assez récurrente sur tous les essais. Un nez plus fermé sur les modalités sulfitées, avec des petites notes de réduction, et un nez beaucoup plus ouvert sur les modalités bioprotégées. Donc ça, c'était pour l'essai fait sur le rouge. Donc on arrive sur l'essai fait en blanc, donc dans la Loire, sur le cépage Chener. Donc ici, au niveau du protocole, c'était un petit peu plus simple, puisqu'on avait seulement deux modalités. Donc une modalité sulfitée à 5 grammes par hecto, et une modalité bioprotégée, toujours à 5 grammes par hecto.
Donc, on a refait une nouvelle fois une stabulation pendant 24 heures à 10 degrés, et à l'issue de laquelle on a fait un levurage à 20 grammes par hecto d'une levure de 9 grammes. Je voulais juste souligner le fait que les raisins à la base étaient altérés. Il y avait la présence de botrytis, d'un peu de pourriture. Donc, on a pris la décision de rester à 5 grammes par hecto justement pour voir l'efficacité de ce type de levure dans des conditions un petit peu extrêmes. Donc, on a testé les deux modalités. Effectivement, au niveau des paramètres analytiques, on est plutôt homogène, plutôt identique. Donc, l'essai est plutôt significatif. Juste un paramètre qui est très différent, c'est au niveau de la DO420, donc ce qui représente la teinte jaune. Effectivement, sur la bioprotection, on a une teinte jaune qui est beaucoup plus importante, ce qui est totalement cohérent puisque sur la modalité sulfitée, on va jouir de l'aspect antioxydant qu'apportent les sulfites. Donc là, je vous ai mis la photo, je ne sais pas si ça paraît bien, mais il y avait juste cet aspect qui était un petit peu différent. Donc, on a refait les analyses microbiologiques, cette fois-ci avant stabulation. Et là aussi, on a des tendances assez intéressantes. Donc, sur la gauche, vous avez le mou initial, donc avant sulfitage ou avant semencement de la levure de bioprotection. Au milieu, la modalité sulfitée et à droite, la modalité bioprotégée. Donc, une nouvelle fois, on retrouve encore ces Enseignaspora ovarum. Et ce qu'on peut voir une nouvelle fois, c'est que le fait de sulfiter va diminuer la population de Enseignaspora ovarum. Ça se voit à la fois au niveau de la photographie et au niveau des populations, même si encore une fois, la dose n'a pas été suffisante pour complètement tout détruire. Et sur l'aspect bioprotection, alors effectivement, on va retrouver des Enseignaspora ovarum, on le voit sur la photo, mais la résolution est pas assez bonne, mais on peut le voir un petit peu, il y a d'autres petites colonies donc rouges qui sont une nouvelle fois caractéristiques de l'espèce de levure qui a été utilisée pour la bioprotection. Donc on le voit à la fois au niveau de la photographie et une nouvelle fois au niveau des graphiques où on voit que la population est équivalente, voire identique à la population des levures indigènes. Donc ça, c'était fait avant stabulation. Ce qui nous a intéressé, c'est de voir l'évolution justement des équilibres microbiologiques après stabulation. Donc on a refait une nouvelle fois les analyses après stabulation. Hop, ça va bien arriver. Tac. Voilà. Et donc là, c'était plutôt concluant dans le sens où les populations indigènes ont eu tendance à diminuer donc lors de la stabulation, alors que la population de la levure de bioprotection a augmenté. Donc, ce qui montre que la levure de bioprotection a bien pris le pas sur la niche écologique et donc d'un point de vue microbiologique, une nouvelle fois, le concept de la bioprotection a bien été rempli. Donc ici, ça se voit un petit peu mieux sur les photographies. On voit qu'il y a ces populations, ces petites colonies rouges qui sont caractéristiques de l'espèce de la levure de bioprotection. Sur les cinétiques fermentaires, il n'y a pas eu de différence significative. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a vu de façon assez générale. Le fait de faire de la bioprotection a eu peu d'impact sur les cinétiques fermentaires. Donc, on peut superposer les deux courbes de façon assez simple. Les analyses post-EFA au niveau des analyses classiques, une nouvelle fois, les paramètres sont assez homogènes. Donc, l'essai est plutôt concluant, plutôt significatif. Une chose à noter, c'est qu'au niveau de la DO420, ça s'est un petit peu plus équilibré. Donc, la fermentation alcoolique a permis un petit peu de diminuer le fossé qu'on avait pu voir au niveau du mou, de diminuer la différence au niveau visuel de la teinte jaune entre le témoin sulfité et la modalité bioprotection. Donc, nous, ce qui nous intéressait le plus, c'était notamment au niveau du SO2 et des éléments combinant le SO2. Donc, une nouvelle fois, on a pu confirmer ce qu'on a dit précédemment, à savoir que sur le témoin, la modalité sulfitée, on a un SO2 total qui est beaucoup plus important que sur la modalité bioprotégée, qui est 26 mg par litre, alors qu'il est seulement de 7 sur la modalité bioprotégée. On a également dosé l'acétaldéhyde, donc c'est l'éthanol, donc il y a un élément très fortement combinant au SO2. Et là, une nouvelle fois, on est à 24 mg par litre sur le témoin, alors qu'il est de 0 sur la bioprotection. Donc finalement, lorsqu'on fait de la bioprotection, on gagne un petit peu sur les deux tableaux, c'est-à-dire que on va réduire, voire complètement annihiler l'emploi de sulfite sur mou. Et d'autre part, si on fait un sulfitage en élevage, donc post-EFA, on pourra diminuer les doses de sulfite puisqu'on aura moins d'éléments combinants et les sulfites qu'on va apporter seront plus efficaces. Donc, on gagne vraiment sur les deux tableaux. Après, on s'est intéressé à faire les analyses aromatiques. Donc, c'est une tendance, on pensait avoir le contraire finalement, mais on a eu plus de thiols sur la modalité bioprotégée comparé à la modalité sulfitée, donc ce qui paraît assez contradictoire. Donc, on n'est pas en train de dire qu'en faisant la bioprotection, vous allez avoir plus de thiols, c'est juste une image d'un essai que l'on a fait. On ne peut pas faire de généralité, mais c'est une analyse qu'on a eue, donc qu'on trouve intéressante à vous démontrer.
On a également analysé les composés soufrés volatiles nauséabonds. Donc effectivement, on en a moins sur la modalité bioprotection comparé à la modalité témoin, puisque d'une part, on va apporter moins de substrat aux levures pour faire ces composés soufrés volatiles nauséabonds. La levure va moins stresser de par le fait qu'il y a moins de sulfite dans le mou. Et donc ça se ressent à la fois au niveau analytique, mais également au niveau dégustation, ce que je disais précédemment. On retombait fréquemment sur des notes de réduction lorsqu'on apportait du sulfite, alors que c'était vraiment pas le cas sur l'aspect bioprotection. Donc par la suite, on a fait des dégustations. Donc ça, c'est la chambre d'agriculture qui les a fait, donc en interne. Donc dans un premier temps, ils ont fait une triangulaire pour voir si les deux vins au niveau profil étaient assez différents. Donc effectivement, 14 personnes sur 16 ont reconnu le vin comme différent. Donc c'est un résultat qui est très significatif. Reste à savoir si la modalité bioprotégée était mieux perçue. Et effectivement, elle était un peu mieux perçue puisque elle était dénotée avec plus d'arômes agréables, moins d'arômes désagréables. On avait plus de plaisir en bouche, plus de plaisir global. Donc il y avait vraiment deux vins différents. Donc récemment, ça a été redégusté il y a 2-3 semaines, toujours à la Chambre d'agriculture, et les différences étaient encore palpables. Il y avait vraiment deux profils de vins différents, avec un petit plus pour la modalité bioprotégée. Donc voilà, c'est une présentation qui est assez courte, mais pour faire un résumé un petit peu par rapport aux bénéfices de la bioprotection, on va avoir une maîtrise de la flore dès la vendange. Donc ça, c'est le point le plus important, d'ajouter la levure de bioprotection le plus en amont possible lors des processus de vinification. Pas d'action antagoniste contre Saccharomyces, donc il ne va pas y avoir de phénomène de concurrence entre les deux types de levures. Permet de diminuer, supprimer les apports de sulfite. Donc ça, on l'a vu, que apporter une levure de bioprotection permet de pallier l'aspect antiseptique des différents sulfites. Moins de composés combinés en SO2 en fin de fermentation alcoolique. Donc, on va jouer aussi sur ce paramètre-là. Donc, apporter moins de sulfite lors de l'élevage. Et effectivement, des profils organoleptiques beaucoup plus complexes. Donc, ça, on l'a vu, que ce soit sur blanc ou que ce soit également sur rouge. Donc, je vous remercie pour votre attention. Je vous laisse mon adresse mail si jamais vous avez des questions supplémentaires. Mon collègue Laurent Chanchol va me transmettre les questions que vous avez pu poser. Et je vais tenter d'y répondre, du coup. Merci. Alors, première question. Y a-t-il des phénomènes de concurrence entre la levure de bioprotection et la levure de fermentation? Effectivement, c'est ce que je disais. Nous, on n'a pas vu de différence d'une part au niveau des cinétiques fermentaires. Donc, les cinétiques fermentaires étaient assez franches, assez nettes. Donc, ça, on l'a pas vu. D'autre part, sur tous les contrôles d'implantation qu'on a pu faire, la levure de fermentation était systématiquement implantée à 100%. Donc, et ça, on l'a vu dans d'autres études bibliographiques. L'espèce de levure avec laquelle on travaille n'a aucun effet antagoniste vis-à-vis des Saccharomyces cerevisiae, donc ce qui fait qu'elle va plus être présente lors de la fermentation alcoolique. Elle va juste influer, agir sur cet aspect bioprotection, et à partir du moment où on lance la fermentation alcoolique, elle sera plus présente et elle présentera aucune compétition et aucun phénomène de concurrence à la Saccharomyces cerevisiae. Donc, seconde question, est-ce que vous avez déjà constaté des départs en fermentation alcoolique? Donc, sur les essais qu'on a fait, l'année dernière, on a dû en faire une bonne dizaine. On n'en a constaté aucune, en fait. Ce qu'on fait pour s'en rendre compte, c'est qu'on dose l'azote assimilable, donc avant stabulation et après stabulation, et on constate s'il y a eu une activité fermentaire en fonction de ça. Donc, si l'azote assimilable diminue, ça veut dire qu'il y a une activité fermentaire. Mais dans tous les cas, que ce soit d'un point de vue gustatif, on n'a pas vu d'effet perlant, et surtout, on n'a pas vu de diminution de l'azote assimilable avant et après stabulation, ou macération pré-fermentaire. Donc voilà pour les questions, c'est à peu près tout. Je vais vous laisser, je vais vous souhaiter un bon week-end, une bonne après-midi, et surtout n'hésitez pas à m'envoyer des questions sur la boîte mail, et j'espère que ça vous aura intéressé. Bonne journée, au revoir.